êtes sur TV5 Monde, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Kiosque. Ravi de vous retrouver comme tous les dimanches. Voici notre sommaire aujourd'hui. C'est une des guerres les plus meurtrières et les plus silencieuses au monde, l'une des plus grandes catastrophes humanitaires contemporaines. Pourquoi entend-on si peu parler du Soudan du Sud? Où en sont les négociations de paix? Faut-il placer le plus jeune État de la planète sous mandat de l'ONU? En France, la grève des cheminots et une multiplication de mouvements sociaux dans différents secteurs. Y aura-t-il une convergence de ces mobilisations, un nouveau mai 68? Le gouvernement multiplie les réformes. Cette stratégie est-elle comprise par les Français? Va-t-elle permettre de moderniser la France? 50 ans après l'assassinat de Martin Luther King, qui est devenu son rêve dans l'Amérique de Donald Trump, quel est l'héritage de l'icône des droits civiques? Les militants de Black Lives Matter ont-ils repris son combat? À quand une société post-raciale aux États-Unis? Et pour commenter, décrypter et analyser cette semaine d'actualité, voici tout de suite nos kiosqueurs. Xavier Martinet, journaliste à la radio France Culture, vous produisez et présentez les enjeux internationaux, un éclairage quotidien sur l'actualité internationale, la géopolitique, la diplomatie et l'économie. Claudie Ball, grand reporter au service étranger de la radio France Inter, par le passé la correspondante de plusieurs médias français pendant une quinzaine d'années en Égypte, puis en charge du service international à France Culture. Louis Kemayou, président du Club de l'information africaine, tour à tour correspondant des quotidiens camerounais Le Messager, Mutation de Radio Vatican et de BBC Afrique, puis directeur de l'information de la chaîne de télévision Télésud. Et puis Yann Mince, essayiste, rédacteur en chef de la rubrique internationale du magazine Alternatives économiques. Vous étiez précédemment chef adjoint du service Monde au quotidien La Croix. Nous retrouverons également tout à l'heure depuis New York Rick MacArthur, directeur du mensuel généraliste américain Harper's Magazine. Merci à vous quatre d'être en plateau pour nous livrer votre analyse de cette semaine d'actualité. Si vous qui nous regardez, vous avez des questions, des commentaires, vous nous en faites part comme toujours sur les réseaux sociaux. #mot-dièse kiosque sur Twitter ou alors sur notre page Facebook. C'est un conflit souvent passé sous silence, mais nous avons décidé d'en parler dans Kiosque cette semaine. Près de 7 ans après sa création, le Soudan du Sud est à l'agonie. La lutte pour le pouvoir entre le président Salva Kiir et son ex-vice-président Riek Machar a muté en féroce guerre tribale, nettoyage ethnique, viol systématique, torture. Aux monstruosités de la guerre s'ajoute celle du sous-développement dans un pays affamé. Vue du ciel, c'est l'accalmie dans cette zone contrôlée par les rebelles. Mais les impacts de balles témoignent des violences armées, y compris contre ce centre de santé. À l'intérieur, quelques patients sont pris en charge dans le dénuement le plus total. Comme vous le voyez, notre centre de santé a été pillé. La majorité des équipements et des instruments ont été volés. Mais nous essayons de traverser la frontière avec le Soudan pour obtenir quelques médicaments contre le paludisme et d'autres médicaments de base que nous utilisons pour soigner nos patients. Soigner sans médicaments, sans équipement et sans lit, difficile d'exercer pour ce docteur. Il s'agit pourtant du seul centre médical de la région. Ici, les affrontements entre l'armée sud-soudanaise et les rebelles ont repris depuis bientôt 1 an, provoquant l'exode de la population. Maisons, écoles, rien n'est épargné. Après 11 heures de marche, cette mère de 27 ans consulte pour sa fille de 14 mois. Nous fuyons depuis toutes ces années. Nous avons besoin de la paix. Quand la paix va-t-elle revenir au Soudan du Sud? Depuis la signature d'un cessez-le-feu en décembre, la paix est en négociation à Addis Abeba en Éthiopie. En attendant, la population de Tonga survit dans cette localité privée d'aide humanitaire. Claude, vous êtes rentré il y a 10 jours de reportage au Soudan du Sud et vous êtes rentré le cœur lourd, je crois que c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, le cœur lourd, c'est pas le premier conflit sur lequel je suis amenée à travailler, mais je crois que j'avais jamais vu quelque chose de cette ampleur-là en fait, et une ampleur qui est à l'exact opposé de la considération médiatique qu'on accorde à ce conflit, exception faite entre autres de TV5 où vous en parlez régulièrement, mais c'est vrai que moi quand j'ai voulu partir au Soudan du Sud, beaucoup de gens m'ont dit mais pourquoi il se passe quoi là-bas? Il se passe effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure Sylvia, une des guerres les plus meurtrières au monde et dont on n'entend pas parler. Et justement quand vous arrivez là-bas, comment ça se passe? À quoi ressemble le pays aujourd'hui? Écoutez, l'impression que j'ai, s'il faut parler d'impression, c'est une intense prostration.
C'est un pays qui comptait 12 millions d'habitants, dont un habitant sur 3 aujourd'hui a dû fuir chez lui. Alors il y a 2 millions de personnes qui sont réfugiées dans les pays limitrophes, comme l'Ouganda. On imagine un pays comme l'Ouganda qui se retrouve à faire face à 1 million de réfugiés. C'est quelque chose de colossal, on imagine à l'échelle de la région. Et à l'intérieur du Soudan, il y a 2 millions de personnes qui errent à travers le pays. Il n'y a plus rien à manger dans ce pays, il n'y a plus de récolte depuis des années parce que chaque fois qu'il y a une attaque, les groupes armés brûlent tout. Ils brûlent les maisons, ils brûlent les champs, ils brûlent les récoltes, les réserves de graines quand il en reste. De toute façon, il n'en reste plus. Il n'y a aucune nourriture qui parvient dans le pays. Donc moi, j'ai vu des gens manger des feuilles. J'ai vu des gens qui ne vivaient que grâce au parachutage du programme alimentaire mondial. Mais il y a un village dans lequel je me suis rendue où le dernier parachutage remontait à il y a 3 ans. Donc concrètement, effectivement, les gens attrapent ce qu'ils peuvent sur les arbres. C'est un pays d'un dénuement total. C'était déjà le cas en 2011. Au moment de la création de l'indépendance, puisque c'était un pays qui n'existait pas, où les structures même d'un État n'existaient pas. Et donc, effectivement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à l'enfer du sous-développement s'ajoute aujourd'hui l'enfer d'une guerre qui est une guerre à l'origine pour des disputes de pouvoir, des disputes d'intérêt, et qui a très vite dégénéré en guerre tribale, avec tout ce que ça peut vouloir dire, c'est-à-dire des nettoyages ethniques. Vous l'avez dit aussi, le viol comme arme de guerre et la famine. Et la famine et le viol comme arme de guerre, c'est ce qui caractérise vraiment ce conflit. Absolument, qui sont 2 armes totalement silencieuses. Xavier. Oui, on pourra revenir sur les traits de ce conflit qui concentre un certain nombre des conflits qui ont existé auparavant dans la région, même entre le Soudan du Nord et le Sud-Soudan à l'époque, aujourd'hui Soudan du Sud. Donc, simplement, puisque vous parliez des conditions de vie et de prostration, moi je me rappelle en 2011, lorsqu'il y a eu l'indépendance là, à ce moment-là, il y a eu un gros focus de la communauté internationale sur le Soudan, puisque c'est une indépendance qui a été beaucoup parrainée par l'ONU aussi. Et on se rappelle surtout de la joie des habitants dans la rue. C'est quelque chose qui est souvent évoqué, mais c'était extraordinaire de voir ça. Alors sans y être bien sûr, mais simplement de voir ces habitants heureux, danser, chanter, mais surtout avoir l'espoir qu'ils allaient avoir leur république à mettre en relation avec ce désespoir. Absolument, c'est très frappant en fait. Quand j'ai posé la question, en fait, dans toutes les interviews que j'ai pu faire, il y avait ces 2 choses. C'est-à-dire que quand vous posez la question, vous vous souvenez de 2011, alors d'un coup, il y a un truc, on voit les yeux qui s'allument. C'était notre jour historique, c'était phénoménal, j'ai dansé, j'ai célébré, etc. Et puis d'un coup, tout se referme. Et quand on demande aux gens ensuite, c'était pour ça que c'était aussi extrêmement difficile ce reportage, c'est quand on demande aux gens qu'est-ce qui s'est passé, ben, vous n'avez pas de réponse, vous avez des immenses silences, vous avez d'un coup des yeux qui se figent, vous avez des... Personne fait ça. Et puis tout retombe et rien ne sort. C'est pour ça qu'aussi c'est terrible, cette guerre silencieuse. Je vous disais, le viol, on n'en parle pas. On ne peut pas en parler dans sa propre communauté. C'est quelque chose qui est tellement stigmatisant, traumatisant et stigmatisant qu'on n'en parle pas. Et la famine est une guerre silencieuse aussi. Donc tout ça, ça reste dans ce huis clos du non-dit, avec cette communauté internationale qui a été très présente et qui aujourd'hui... Et pourquoi, Yann Louis, on en parle si peu du Soudan du Sud ? Parce que ça n'a pas d'impact majeur sur d'autres pays que les pays de la région. Claude l'a dit, il y a 1 million. Alors les chiffres sont contestés en Ouganda parce qu'on soupçonne le gouvernement ougandais de gonfler les chiffres pour obtenir de l'aide. Mais bon, disons qu'il y a plusieurs centaines de milliers de réfugiés en Ouganda, en Éthiopie, au Soudan lui-même. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont réfugiés dans l'ancienne puissance dominante, sinon coloniale. Bon. Pourquoi ? Parce que ça ne déborde pas. S'il y avait des réfugiés soudanais en grand nombre qui partaient, peut-être qu'on en parlerait, mais ce n'est pas le cas. Pour l'instant, les pays de la région ont à peu près réussi à contenir le conflit, en tout cas la partie militaire du conflit, dans les frontières du Soudan du Sud. Alors, ceux qui sont intéressés par ce sujet-là, peut-être, ce sont les gens qui s'intéressent au pétrole, parce qu'effectivement, le Soudan du Sud était un pays sans infrastructure pour des raisons très anciennes. Le colonisateur britannique ne s'en était pas occupé, il s'en fichait, et la puissance du Nord, enfin la partie du Nord qui contrôlait le Soudan indépendant à partir de 1956, s'en est pas occupé non plus. Donc il n'y avait pas de route goudronnée, il n'y avait rien, il n'y avait pas d'infrastructure. En revanche, c'est là que se situaient les gisements pétroliers. Le problème, c'est que les gisements pétroliers sont au sud et les ports pour l'exporter au nord, donc dans le Soudan actuel, l'ancien Soudan du Nord. Et du coup, effectivement, il y a un hiatus entre qui sont les richesses potentielles. Logiquement, le Soudan du Sud devrait être un pays riche. En pratique, c'est un pays pauvre et en grande partie, Claude l'a dit, pour des raisons de rivalité politique entre Salva Kiir, Riek Machar et d'autres individus du même acabit. Louis. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Soudan du Sud est la caricature même de tout ce que la communauté internationale a tenté de faire pour régler des problèmes qui existaient, puisqu'il fallait intervenir, et qui ont été mal résolus. Je m'explique.
il y a eu l'indépendance de l'Érythrée, qui est à peu près dans la même situation, hein, c'est la Corée du Nord de l'Afrique. Vous avez aujourd'hui le Soudan du Sud. Le Soudan du Sud, c'est sur une base strictement religieuse qu'on a consenti à aider une communauté à se séparer du reste de la communauté internationale. Et ça, c'était le prolongement de la lutte contre le terrorisme. C'est-à-dire que les Américains ont estimé que pour limiter l'influence des islamistes, il fallait les taper là où ils étaient, notamment au Soudan. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant les attentats du 11 septembre, il y avait eu une première tentative et que tout cela venait du Soudan. Et donc, pour limiter l'influence de ces islamistes-là, les Américains sont intervenus et ont amené leurs églises d'éveil, qui ont beaucoup œuvré dans cette zone-là, entre l'Ouganda et le Soudan du Sud, et qui ont été appuyés et accompagnés jusqu'à l'indépendance de 2011. Et donc, après, ce qui s'est passé, c'est qu'ils se sont lavé les mains. Kony, aujourd'hui, n'est plus autant recherché que cela. À la rigueur, les Américains s'en foutent de savoir ce qu'il est devenu. Mais ce qui reste, c'est qu'on a un pays indépendant qui n'a pas de ressources, qui n'a pas de force et qui n'a aucun moyen de protéger et d'aider sa population à se sentir aussi indépendante et aussi fière de son pays qu'il l'aurait mérité. 2011, l'indépendance, après 21 années de guerre avec le Soudan, guerre très meurtrière, l'euphorie à ce moment-là, mais est-ce qu'on n'est pas allé un petit peu vite aussi sur un pays comme celui-là qui n'était pas préparé? On n'est pas allé vite. On n'est pas allé vite pour une raison simple. C'est que pendant que les négociations avaient cours, parrainées par les Américains, encore une fois, notamment le Sénat américain, on s'est arrangé pour que dans toutes les institutions internationales, on ait le Soudan qui est représenté et des représentants du Soudan du Sud. C'est-à-dire qu'ils ont eu le pied à l'étrier longtemps avant l'indépendance. Et donc cela fait que s'ils avaient véritablement voulu avoir une attitude de dirigeant, ils avaient déjà l'entraînement pour le faire. Alors, je crois que vous n'êtes pas d'accord, Yann, et ensuite Xavier. Non, je suis en partie d'accord avec ce que dit Louis. Ce que je veux dire, c'est que d'abord, ce sont les Soudanais du Sud qui ont décidé de leur indépendance. Il y a eu un référendum. Ce sont les gens qui ont voté. Et ils ont voté à une écrasante majorité pour l'indépendance. Donc ils l'ont. Si vous dites cela avec les Marocains ou avec le nord du Mali, vous aurez peu de chances que ça arrive. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent être indépendants. Je prends le cas du Cameroun. On a la partie anglophone qui le souhaiterait, qui voudrait même un référendum. Oui. Ça ne se produira pas. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu l'appui des Américains, on n'aurait jamais eu l'indépendance au Soudan du Sud. Je ne dis pas qu'il n'y ait pas eu que l'administration Bush n'ait pas pesé pour ce référendum, mais ce référendum a eu lieu et il suivait 22 ans de guerre qui étaient très déstabilisantes pour toute la région, pas seulement pour des raisons liées aux djihadistes à mon sens. Et par ailleurs, le fait que le SPLA, le parti donc de Salva Kiir qui est aujourd'hui au pouvoir, ait pris le pouvoir, il l'a pris sans aucune expérience de l'administration. C'est des gens qui étaient des guerrieros depuis 20 ans, qui n'avaient jamais rien géré d'autre, qui sont de purs militaires et qui ont des réflexes de militaires. C'est-à-dire quand on les conteste, ils tirent dans le tas. Et c'est ça que ça donne aujourd'hui. Et de ce point de vue-là, Riek Machar, qui est le principal opposant, ne vaut pas beaucoup mieux que Salva Kiir. Accessoirement, il faut se rappeler que Riek Machar, l'opposant, a été pendant une bonne partie de la guerre civile soutenu par Khartoum contre le SPLA. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des divisions au sein du Sud-Soudan du temps de la guerre civile contre Soudan. Ils n'étaient pas unis tous contre Khartoum. Khartoum a manipulé. Et aujourd'hui, Salva Kiir fait pareil. Il manipule certains contre d'autres au sein de l'opposition. Oui, c'est pour ça que je nuancerais, disons. On a beaucoup dit que c'était un État qui était un peu mort-né, effectivement. C'est vrai qu'il a été conclu et installé dans les grandes institutions internationales extrêmement rapidement. D'ailleurs, c'était l'époque où 2 ans après la proclamation des mandats d'arrêt internationaux contre Omar el-Béchir, aussi, il faut s'en rappeler, ce qui a peut-être pu favoriser la conclusion de cette partition qu'on peut trouver étrange, comme vous l'avez rappelé, quand même, avec ces puits de pétrole qui sont situés au sud, avec ce grand pipeline qui va directement vers le nord, 2 parties qui sont unies indissociablement. On le voit, toujours des conflits pour essayer de rattraper le sud. Et juste dernière chose, vous disiez, faut-il le placer sous mandat de l'ONU? En fait, ce mandat de l'ONU existe depuis 2011. Il y a une force d'interposition qui a un mandat qu'on appelle un peu arbre de Noël, mais qui consiste surtout à ne pas pouvoir s'interposer et à ne pas pouvoir protéger les réserves. On va y venir, on va avancer. Je rebondis sur ce que vous disiez. Quand je disais mandat de l'ONU, c'est aussi peut-être comme ce qui s'est passé au Kosovo, c'est-à-dire de prendre encore un peu plus le pas sur le pays. Est-ce que c'est ce que souhaite peut-être la population là-bas? Est-ce que ça apparaît comme une des solutions à cette crise? Pour l'instant, la présence des casques bleus, des 17 000 casques bleus, elle sert essentiellement déjà à assurer la sécurité des gens qui vivent dans les camps, notamment à Djouba,
dans les camps de protection des civils, les POC, où il y a 45 000 personnes actuellement à Djouba, il y en a à Bentiu, il y en a à Malakal, et où c'est vrai que la vie des gens ne tient qu'au fil de fer barbelé qui entoure ce camp, parce que dès qu'ils en sortent, et quand c'est le cas notamment pour les femmes qui vont chercher du bois à l'extérieur, c'est une mort quasi assurée. Le problème est d'une telle ampleur que la présence de toute façon des casques bleus et des agences de l'ONU est très largement insuffisante aujourd'hui. Tout ce qui a été dit jusqu'à présent en fait est juste et pas forcément contradictoire, mais plutôt complémentaire, les différentes positions exprimées ici. En tout cas, ce que dit la population, c'est qu'elle elle regrette le désintérêt d'une partie de la communauté internationale. Ils ne sont pas non plus idiots, les Sud-Soudanais. Ils voient très bien aussi que les parties qui sont pour l'instant prenantes aux négociations en Éthiopie, qui sont l'Ouganda, l'IGAD, l'Éthiopie et compagnie, sont des parties qui ont des intérêts directement à ce conflit, qui soutiennent notamment le président Salva Kiir, notamment. Tout le monde est très impliqué. Et la présence des casques bleus, d'ailleurs, est intéressante. Moi, la majorité des casques bleus que j'ai vus, notamment à Djouba, ce sont des Chinois. C'est intéressant de s'apercevoir à quel point les Chinois, qui étaient jusqu'à présent assez peu présents de façon militaire à l'extérieur, le sont notamment au Soudan, où ils ont des intérêts économiques colossaux. Et pour l'instant, les Chinois jouent un rôle dans ce conflit sud-soudanais, je pense qu'il faudrait en parler, et sur l'exploitation du pétrole qui se fait toujours, alors tant bien que mal par le Nord, parce que de toute façon la production a été effectivement affectée par le conflit, mais enfin elle continue. Il faut savoir que quand même la production de pétrole, c'était 98% des revenus du Soudan du Sud. Avant la guerre. Cette production, elle se fait toujours vers le Nord puisqu'il n'y a pas de pipeline. Il était question qu'il y ait un pipeline qui descende vers le Kenya, mais évidemment avec cette guerre, avant qu'on construise un pipeline qui aille quelque part, non. Donc finalement, cette situation un peu figée, elle satisfait les intérêts d'un certain nombre de personnes et de puissances qui n'ont pas intérêt non plus à ce que les choses changent dramatiquement dans l'immédiat. Yann d'abord, Xavier. Non, juste le cas de la Chine, c'est intéressant. Pendant les années 90 et 2000, la Chine soutenait le régime de Khartoum contre ce qui était la guérilla du Sud. Pourquoi ? Parce que ce que voulait la Chine, c'était surtout avoir le pétrole et que le pétrole ne bouge pas. À partir du moment où le référendum s'est approché sous la pression de l'administration Bush, tout d'un coup, les Chinois se sont dit mais où est-ce qu'il faut qu'on aille ? Est-ce qu'on reste à Khartoum ? Est-ce qu'on va à Djouba ? Du coup, ils ont fait un peu des deux, parce qu'effectivement, comme le pétrole part d'un endroit et va vers l'autre pour pouvoir exporter, il fallait qu'il soit des deux côtés. Donc l'intérêt de la Chine, il a été totalement opportuniste, et je dirais encore beaucoup plus opportuniste que celui des Américains de ce point de vue. Et pour terminer sur la Chine, peut-être ne faudrait-il pas trop attendre aussi de ce qu'on a présenté comme une diplomatie expérimentale chinoise à vocation humanitaire à l'époque, aujourd'hui. Bon, à voir. Et puis, dernier élément diplomatique pour ce Soudan, c'est l'IGAD, quand même. Alors, l'IGAD, c'est le regroupement des 8 pays de la région. Exactement, qui parraine quand même le processus de négociation de paix, notamment l'Éthiopie à côté, qui a un intérêt évident à une stabilisation. Puis on apprend là qu'Antonio Guterres a nommé un nouveau général éthiopien pour pouvoir stabiliser au moins Abyei, justement à la frontière, à suivre dans les prochains jours, je crois. Oui, je crois que c'est le 26 avril que les pourparlers reprennent. Et puis on ne peut pas parler du Soudan du Sud sans parler de John Garang quand même, parce que c'était lui le vrai père de la lutte des Soudanais du Sud. Il est mort dans un accident tragique juste avant l'indépendance du pays. Et ce qu'il fallait dire, c'est que lui-même n'avait jamais véritablement prononcé ce mot d'indépendance. Il s'est battu pour un meilleur traitement, mais à sa mort, je pense qu'il a manqué à la fois la stratégie sur le plan diplomatique et puis le charisme sur le plan politique pour conduire ce pays qui est né et qui malheureusement est toujours en période de guerre civile, un peu comme l'Angola il n'y a pas très longtemps, mais en pire. Pour conclure, Claude, négociations de paix qui doivent reprendre à peu près dans 2 semaines et demie. Est-ce que la population, les civils qui sont les premières victimes de cette guerre, en espèrent quelque chose ? Ils espèrent plus grand-chose comme ils disent, des politiciens. La majorité des gens que j'ai rencontrés vous disent qu'à l'origine de la guerre, il y a des intérêts politiques qui se sont transformés en manipulation interethnique, etc. Les gens en ont totalement conscience. Ce qu'ils vous disent aussi, c'est que la paix reviendra. Parce que
L'histoire du Soudan et du Soudan du Sud notamment, c'est quand même 62 ethnies qui n'ont pas attendu 2011 pour se battre entre elles. Ça a toujours été... Il y a eu les 21 ans de lutte contre l'oppresseur du Nord qui ont permis de finalement, notamment sur l'impulsion de John Garang, que j'ai souvent rencontré quand il venait au Caire pour les négociations et dans le charisme, et qui avait une vision pour cette région-là. Il avait quand même une vision assez impressionnante. Donc il y avait quelque chose qui les portait à ce moment-là, qui n'est plus le cas aujourd'hui. Mais ils savent aussi que ce sont des alliances opportunistes. On voit déjà que sur le terrain, des choses changent. Il y a des tribus qui sont en train de s'allier les unes contre les autres. Et les gens vous disent, un jour, ils s'arrêteront, on va s'asseoir, on va discuter et les choses reprendront comme avant. Ils savent aussi que dans 20 ans, dans 30 ans, les conséquences de ce conflit-là vont probablement renaître sous forme d'un nouveau conflit quand une autre ethnie sera au pouvoir, et que sans un pouvoir partagé, et c'est là où la communauté internationale aurait dû jouer un rôle davantage, c'était dans la création d'une constitution qui soit mieux répartis en ce qui concerne les postes de décision et de pouvoir dans le pays. Et on rappellera, et c'est pour ça qu'on en parle aussi, que c'est l'une des plus grandes catastrophes humanitaires contemporaines. Oui, c'est quand même 7 millions de personnes en ce moment qui sont littéralement en train de mourir de faim. Et vous en revenez. Merci d'avoir partagé votre témoignage aussi avec nous. Si vous nous rejoignez maintenant, soyez les bienvenus dans Kiosque sur TV5 Monde, la première chaîne francophone mondiale. On continue à passer en revue l'actualité de la semaine avec Xavier Martinet de France Culture, Claude Guibal de France Inter, Louis Comayou du Club de l'information africaine et Yann Mince d'Alternatives économiques. Et cette question maintenant, un nouveau mai 68 est-il en préparation en France? Le pays est entré cette semaine dans 3 mois de grève. Les cheminots s'opposent à la réforme de la SNCF. Et il y a toute une série de secteurs du public et du parapublic où la grogne se fait sentir. Nous, on souhaiterait qu'elle dure le moins longtemps possible, tout simplement parce qu'on n'est pas gréviculteur, c'est pas notre rôle. Et franchement, arriver à la grève, pour nous, c'est un constat d'échec. Pour autant, s'il faut qu'on reste, on y restera. On n'a pas d'autre choix que le rapport de force. On a tout essayé, on a fait des réunions, c'est toujours comme ça. Soit on donne aux 440 et aux actionnaires, soit on donne aux salariés. On ne peut plus continuer comme ça. Les salariés, ils ont besoin d'être augmentés, ne serait-ce que par le coût de la vie. Le coût de la vie, il augmente et les salaires, ils n'augmentent pas. Il y a beaucoup d'inquiétudes de la part des petits barreaux et des justiciables qui devront faire des centaines de kilomètres pour accéder aux juges. Quand ils pourront accéder aux juges, parce que maintenant on nous dit vous allez résoudre vos problèmes sur Internet, c'est pas acceptable. Je travaille dans un lycée qui est difficile, en banlieue, avec des élèves qui ont besoin d'être bien encadrés. Et qu'est-ce qu'on vient de nous faire? On nous supprime un poste de CPE. Et supprimer un poste de CPE, ça rentre dans la politique du gouvernement actuel de supprimer 120 000 postes. Voilà. Et nos élèves, eux, ils vont payer, bien sûr. On demande des mains, on demande du temps, on demande d'avoir du temps pour nos patients. Ce n'est pas des animaux qu'on a, on a des êtres humains. On veut un peu faire la convergence des luttes avec les cheminots, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que pour faire reculer ce gouvernement, il n'y a pas d'autre moyen que de mettre en place tous les travailleurs ensemble dans une mobilisation de masse. Alors, est-ce qu'il y a une convergence des luttes, Xavier? Et est-ce qu'on se prépare à un nouveau mai 68 dont on va fêter les 50 ans prochainement? Convergence des luttes. Tout de suite la question. En tout cas, on a souligné qu'il y avait une multiplication des réformes. Alors, selon qu'on les prend par domaine, par secteur, il y en a 16 ou 26, je crois, depuis cette année qu'Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir. Convergence des luttes, on voit qu'il y a une multiplication, c'est sûr, des mouvements sociaux, certains plus perlés que d'autres, d'autres plus ponctuels, comme à Air France, par exemple. Cependant, c'est un mouvement qui, pour l'instant, a beaucoup de traits communs avec ce qu'on avait vu à l'époque. C'est un mouvement qui est classiquement syndical, me semble-t-il. Si on parle de convergence des luttes, il va falloir que les étudiants, par exemple, arrivent à se fédérer avec certains syndicats professionnels, ce qui n'est pas encore le cas, je crois, pour le moment. Donc c'est à suivre, mais on n'en est qu'au début, en tout cas, sans doute. Louis, mai 68 qui recommence, printemps social en France. Je pense qu'on est à un tournant. La certitude, c'est qu'on est à un tournant parce que de toute façon, il faut changer quelque chose. Mais ce qui me surprend dans la manière dont ces grèves sont vues par la presse française, c'est cette espèce d'unanimisme pour taper sur les grévistes. Parce que ce qui est en jeu ici, c'est pas la situation des cheminots seulement, c'est pas la situation des gens à Air France, c'est pas que ça. C'est un mélange de beaucoup de choses, mais qui convergent vers une seule, c'est le service public à la française. Qu'est-ce qu'on fait pour maintenir cette qualité de service public dans le contexte
contexte européen actuel. Et malheureusement, avec le gouvernement Macron et Édouard Philippe, j'ai l'impression qu'ils jouent exactement ce qui se faisait avec les anciens partis, c'est-à-dire qu'ils divisent pour mieux régner. Ici, ils sont en train de dresser, par exemple, la population contre les cheminots sous prétexte qu'ils sont des privilégiés. Je voudrais juste te dire, les députés, par exemple, est-ce qu'ils payent le métro ou le RER quand ils l'empruntent? Non. Le service public que la SNCF remplit en faisant de nouvelles lignes régionales et autres, et qui a fait la grosse dette dont on parle aujourd'hui, qui doit payer l'ardoise? Au finish, c'est nous. C'est les contribuables qui allons payer. Et pourquoi on donne l'impression que cette entreprise qui a investi pour l'État est en train de jouer contre l'État et contre les usagers? Alors, Yann, vous êtes d'accord ou pas? Il y a beaucoup d'éléments, mais déjà sur le principal... Oui, je trouve que ça part un peu dans tous les sens. D'abord, il y a des mouvements qui sont de nature très différente et qui inspirent des sympathies très différentes. Je pense que le mouvement qui a eu lieu dans les EHPAD, par exemple, inspire beaucoup de sympathie les maisons de retraite à beaucoup de gens. Les maisons de retraite en France. Pourquoi? Parce que beaucoup de gens sont touchés directement et qui voient aussi les personnels qui sont dans ces établissements. De même que quand on va dans un hôpital public en France où on est globalement très bien soigné techniquement, on voit aussi que les conditions de travail des gens qui sont dans les hôpitaux sont très différentes. En revanche, c'est plus compliqué d'expliquer à un travailleur français du secteur privé que la retraite entre 52 et 57 ans possible pour les cheminots, c'est parfaitement légitime, alors qu'on n'arrête pas de reculer l'âge de la retraite pour les agents du privé en France. C'est un peu plus compliqué. Est-ce que le statut des cheminots, c'est la défense du service public? C'est pas que ça, c'est pas que alors, ça, Yann. Tu le sais très bien, parce que si on part sur ce terrain, vous me direz que les militaires n'ont pas le droit de prendre leur retraite avant. Si on part sur ce terrain, on dira que les politiciens n'ont pas le droit d'avoir tous les avantages. Non, c'est pas la même chose. Non. Les avantages ne sont pas comparables. D'abord, les militaires, que je sache, risquent leur vie dans l'exercice de leur métier, qui est le cas de beaucoup de professions, mais pas à ce point-là pour ce qui concerne les cheminots. Par ailleurs, les cheminots sont en train de faire plusieurs choses à la fois, d'ouvrir plusieurs sujets à la fois. Leur statut, qui est le sujet médiatiquement dont on parle le plus. La question de l'ouverture à la concurrence sur les lignes françaises. Ouverture à la concurrence qui n'est pas une décision du gouvernement français, qui est une décision prise collectivement au niveau de l'Union européenne. Je suis désolé, quand on est membre d'une communauté comme l'Union européenne non, je suis désolé. Et qu'on vote des règles... Alors, rapidement, pour terminer, et Claude, pour vous départager. Je vous laisse répondre, Louis, d'un mot, et Claude, ensuite. Pardon, excusez-moi. J'avais laissé la parole. Je voulais vous laisser répondre rapidement. Non, ce sur quoi je suis en train de dire que c'est pas normal. Prenons les cas de privatisation qu'il y a eu avant. Prenons juste le cas... C'est pas une privatisation. On est sur la... On est quand même dans un changement de statut. On est quand même un changement de statut. La puissance publique restera majoritaire. Alors pas en même temps. Pas non plus aller trop vite. La puissance publique restera majoritaire dans la nouvelle société anonyme qui sera la SNCF. Ce n'est pas une privatisation. Nous sommes en train d'aller vers quelque chose qui sera l'ouverture à la concurrence d'abord, ensuite la privatisation. Qu'on le veuille ou pas, c'est vers cela que nous... Alors Claude, ça c'est un pronostic, ça n'est pas dans le projet de loi. Non, mais on sent quand même qu'il y a un mouvement de réforme profond qui est engagé. C'est d'ailleurs pour ça que Emmanuel Macron a été entre autres élu, même s'il y a effectivement d'autres facteurs. Et dans ce mouvement de réforme profond, on l'a vu déjà avec la loi travail, qui est quand même une petite révolution en soi. On se doute bien que ce qui est en train de se produire là au niveau du service public et pas que la SNCF. Il se joue autre chose que la SNCF. Alors ce qui est un petit peu curieux, effectivement, c'est cette focalisation sur le statut des cheminots, dont effectivement, comme vous le disiez, partir à 52, 55 ans, enfin c'est pas ça qui... Et que les usagers de la SNCF, eux, voient les limites de la SNCF actuellement, parce qu'il y a effectivement cette dette, il y a eu du manque d'investissement et tout. Maintenant, au niveau européen, il me semble qu'en Grande-Bretagne, certains commencent à réfléchir à une renationalisation des services ferroviaires qui ont été privatisés il y a 20 ans, avec aujourd'hui un résultat qui est extrêmement limite au niveau du territoire britannique, où on voit un service ferroviaire qui est extrêmement mauvais. Donc les questions se posent. J'ai l'impression que ce qui se joue là aussi dans la tête de beaucoup de gens, et c'est là où on verra si les luttes sont capables de coaguler ou pas, c'est qu'il y a des fondamentaux de la République française qui sont incarnés, je crois, à travers le service public, des fondamentaux médicaux, des fondamentaux de désenclavement, de transport, des fondamentaux d'information. Je suis bien placée pour en parler en faisant partie du service public français, où aujourd'hui, il y a des choses qui sont des enjeux et... Il y a aussi une guerre de la popularité de ces luttes à mener, c'est-à-dire qu'il faut convaincre aussi les opinions. La dernière grève de la SNCF, c'était en 95. Ça s'est tellement mal passé que ça a mis par terre les réformes qui étaient engagées ensuite et ça a beaucoup joué sur le mandat de Jacques Chirac. Et on va regarder tout de suite, pour rebondir sur ce que vous disiez, la une de l'hebdomadaire français Politis, gagner la bataille de l'opinion. Ça se joue là-dessus, en fait. On se rappelle justement, à Radio France, il y a quelques
semaines combien on a été heureux lorsque, lors du référendum en Suisse, la radio suisse publique a pu sauver son financement. Et à ce moment-là, on l'a pris comme un argument en faveur du maintien de la radio publique française d'ailleurs. Mais c'est quoi alors ce service public français? C'est aussi ça fait partie de l'identité française, on peut dire ça? Ça fait partie des acquis sociaux, moi je crois. Parce que il y a un discours que les politiciens tiennent et que nous reprenons souvent, mais avec lequel je ne suis pas d'accord. Quand ils disent, par exemple, les Français ont voté pour qu'on fasse des réformes et nous les faisons, nous n'avons plus à vous consulter, c'est une forme de dictature qui, moi, me déçoit énormément dans un pays qui a une culture à la fois de contestation et de grève. Pourquoi? Parce que combien ont voté pour lui? Il y a un certain nombre qui ont voté pour lui, une majorité. Mais est-ce qu'il est le président de cette partie-là seulement? Non. Alors, il est le président de tous les Français. Vous soulevez un point qui est important, lui, pardon, je vous coupe, mais c'est réforme après réforme. Il y en a beaucoup, effectivement. C'est ce qui peut-être suscite un petit peu de grogne. Mais est-ce qu'on arrive à mieux voir quelle nouvelle France va se dessiner là derrière? Et je vous passe la parole, Xavier, je vous ai un peu coupé. Je pense qu'il y a plusieurs aspects, en fait. Il y a l'aspect calendrier purement macronien où il doit aller vite parce qu'il a voulu faire ce qu'on appelle un choc de compétitivité, ce qui nous amène au deuxième aspect, c'est que ces réformes françaises ne sont pas uniques dans l'Union européenne. Et à ce titre, je trouve d'ailleurs assez intéressant que la France ait été un peu miraculeusement épargnée par tout ce qui était les questions de mauvaise gestion au moment de la crise financière 2008-2009. La France s'est bornée, entre guillemets, même si ça a fait beaucoup débat, à respecter la règle des 3%. Aujourd'hui, elle est en train d'en sortir. Emmanuel Macron s'est dit, faisons ce choc de compétitivité. Il sait qu'il a très peu de temps, un mandat présidentiel tout au plus. À partir de là, c'est vrai que dans chacun des pays, de toute façon, ces questions, lorsqu'elles ont touché les rails, en tout cas, ont fait beaucoup débat. Et cette question, disons, de dialectique entre efficacité d'un côté et maintien du service public avec tout ce que ça implique. Voilà. Sur ces réformes qui s'enchaînent, est-ce que les Français comprennent? Est-ce qu'on arrive à voir quel paysage se dessine pour la France sous Emmanuel Macron? Qu'est-ce que ça peut donner? Quelle France ça peut donner? Je ne suis pas sûr que les Français voient quelque chose, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait à ce point une cohérence d'ensemble. Il y a des dossiers et effectivement, il y a dans une certaine mesure de logique. Claude le disait à propos des ordonnances, c'est clairement, on fait le pari que les entreprises vont embaucher davantage si elles peuvent licencier plus facilement. Ça, c'est vraiment un pari. Il n'y a pas de démonstration sur cette affaire-là. Si on prend la réforme de l'université et les étudiants, moi, ça ne me choque pas qu'il y ait une sélection à l'entrée de l'université. Parce qu'avant, il y avait une sélection par le bac, effectivement. Très peu de gens allaient obtenir le bac. Aujourd'hui, pratiquement tout le monde a le bac. Il faut bien qu'à un moment, il y ait une sélection. Le problème, ce n'est pas la sélection. Le problème, c'est qu'est-ce que deviennent les gens qui n'ont pas été pris. Et en France, on a un système, par exemple, dans l'université, où aujourd'hui, tous les gens qui ont des bacs professionnels peuvent rentrer à l'université. On sait malheureusement que la plupart d'entre eux échouent parce qu'il y a un taux d'échec absolument dramatique dans les premières années d'université. Est-ce qu'il faut laisser tous ces gens aller se planter à l'université et être déçus et être désespérés? Ou est-ce qu'il faut leur permettre d'aller dans un système plus adapté à leurs compétences? Le système en question, ça existe, c'est les IUT, c'est les BTS. Et ils ne peuvent pas y aller. Pourquoi? Parce que les bons élèves y vont déjà. Donc on a un système qui est absurde. Il faut bien à un moment réformer. Ça ne choque pas. Juste en deux mots, quels que soient les arguments pour ou contre, quel pays se dessine justement. Vous disiez, on est un pays dans lequel il y a cette culture du service public. Il y a aussi une culture qui s'accompagne de la grève, qu'on dit méchamment gréviculture aujourd'hui. Mais je crains que si cette situation ne se passe pas de manière plus apaisée, on ait moins de grèves, certes, plus de conflits, oui. Vous êtes d'accord avec ça, Claude? C'est probable. Je pense qu'effectivement, il y a quelque chose qui se joue comme ça. Après, moi, j'ai du mal à imaginer... vous parliez tout à l'heure de la France de 68, on parlait de celle de 95, des grèves. Celle de 2018 est encore différente. Les gens... Je pense, en France, tout le monde se moque de nous à l'étranger, effectivement, sur le côté la France qui râle, la France qui n'est pas réformable, la France enfant gâté. C'est vrai que vous avez dû faire une transition extrêmement compliquée en parlant du Soudan du Sud et en arrivant aux grèves en France. C'est vrai qu'on est dans des amplitudes, voilà. Ce qui n'empêche pas qu'il y a effectivement des problèmes. On voit que, je suis d'accord, je crois qu'il y a quelque chose, on est à une croisée des chemins aujourd'hui qui dessine quelque chose. Je crois que vraiment... La loi travail, elle a marqué un net changement. Et j'ai du mal à imaginer ce que ça peut produire, en fait, dans les mois qui viennent. Mais avec la verticalité du pouvoir à laquelle on constate aujourd'hui, voilà, il y a quelque chose qui se dessine. Je ne sais pas vers quoi on va aller. Et c'est peut-être ce qui réunit tout le monde. D'un mot, Louis, vraiment rapidement, et Yann, je vous laisserai conclure. C'est ce qui réunit tout le monde, c'est une espèce de contestation d'une forme de capitalisme, de libéralisme. D'ultralibéralisme. Si c'était que du libéralisme, à la rigueur, ça permet à chacun de pouvoir mettre... Mais
moi, je mets ça à l'échelle. Par exemple, je viens d'un pays, le Cameroun, où le gros du travail se fait dans le secteur informel. Il est tellement majoritaire que je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi on considère qu'il est informel, parce que c'est lui qui devrait être formel. Donc, la plupart des travailleurs n'ont pas d'assurance sociale, ils n'ont pas de retraite, et ils pourraient 1000 fois faire des grèves, pourtant ils ne le font pas. Et donc, ici, il y a une explication historique. C'est qu'il y a eu une mauvaise gestion à la base et puis un traitement de cheval qui a été fait par les institutions internationales. Mais bon, on y reviendra peut-être plus. Il y a une réforme du gouvernement Macron, enfin de l'équipe Macron, qui me choque largement plus que certaines autres qu'on a évoquées. C'est la réforme du droit d'asile. Et la réforme du droit d'asile, il y a 0 manif en France. Personne ne se mobilise contre la réforme du droit d'asile. Gérard Collomb fait des déclarations scandaleuses sur des régions qui seraient déstructurées et submergées par les demandeurs d'asile. Il raconte n'importe quoi, il n'y a personne dans la rue, absolument personne. Et là, je suis beaucoup plus choqué. Et il y a un vrai problème, effectivement, là je suis d'accord avec Louis, sur la concentration du pouvoir. Il n'y a pas beaucoup de débats sur les réformes. Il y a une petite équipe de gens qui pensent qu'ils ont la vérité incarnée, qui disent qu'ils ont un mandat démocratique qu'on peut débattre, mais quand même, il y a un mandat. Mais ensuite, il n'y a pas de débat sur la façon dont on fait les réformes. Et là, il y a un vrai problème. Alors évidemment, ils vont dire, si on débat, on ne pourra pas se mettre d'accord, et à la fin, on va être obligé de reprendre nos idées, de les imposer. Non, je suis désolé, il y a un moment. Mais en France aussi, il faut qu'il y ait une culture de débat chez les partenaires sociaux, et certains ne sont pas très enclins au débat. Et le président français Emmanuel Macron, qui est plutôt avare en interview, va s'exprimer jeudi. Il devrait normalement réagir à cette situation sociale. On continue dans Kiosque. On accueille maintenant Rick MacArthur depuis New York. Vous êtes le directeur du mensuel généraliste américain Harper's Magazine, également chroniqueur au quotidien québécois Le Devoir. Bonjour Rick, un grand merci d'être avec nous en ce dimanche matin pour vous. Avec vous, nous allons parler de la question raciale aux États-Unis. Commémoration ce mercredi du 50e anniversaire de l'assassinat de Martin Luther King. 5 ans avant sa mort, l'icône des droits civiques prononce un discours entré dans l'histoire. Nous sommes le 28 août 1963. Martin Luther King se trouve devant plus de 250 000 personnes, des manifestants à Washington pour la marche pour l'emploi et l'égalité. 4 mots deviendront cultes. I have a dream. My 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today. On est à l'antenne, excusez-moi. Je parlais avec Rick, on se parlait. Rick, ce rêve de Martin Luther King, est-ce qu'il s'est réalisé aux États-Unis ? Bien sûr que non, nous sommes de plus en plus divisés et ce qui est vraiment triste chez nous, c'est que les Noirs sont tellement désespérés par le manque de progrès ces derniers temps et il faut avouer que le mandat de Barack Obama a été un échec pour les Noirs du côté économique. Du moins, qu'ils veulent se séparer un peu, encore plus qu'avant. On voit des tendances dans la politique noire, si je peux généraliser, contre l'intégration, alors que Martin Luther King voulait à tout prix faire une intégration de la société américaine. Il y a un désespoir chez les Noirs qui est très, très gênant. Alors, qu'est-il arrivé au rêve ? C'est le titre du célèbre journal de rue anglais The Big Issue qu'on va voir là. En 2018, les États-Unis se débattent toujours avec les inégalités raciales. Un demi-siècle après sa disparition, quel est l'héritage de Martin Luther King ? Élément de réponse avec Laure de Matos. Comme en 1968, la jeunesse américaine est en colère. Et comme en 1968, une King la galvanise, micro en main. Je m'appelle Yolanda Renee King. Je suis la petite fille de Martin Luther King. Je fais un rêve dans lequel trop c'est trop. Il ne devrait pas y avoir d'armes dans ce monde. Point barre. L'esprit de Martin Luther King plane sur ce rassemblement étudiant organisé dans la foulée de la fusillade de Parkland. Le pasteur d'Atlanta reste une référence pour l'Amérique contestataire, son credo de non-violence aussi. Mais son premier combat, la cause des Noirs aux États-Unis, n'est toujours pas gagné. En 1968, Tony Smith et John Carlos montent sur le podium des JO de Mexico, le poing levé, pour protester contre le sort fait à leur communauté.
Un geste dont s'inspire, 50 ans plus tard, le footballeur Colin Kaepernick, genou à terre pendant l'hymne national. Il veut dénoncer les violences policières contre les Afro-Américains, comme le mouvement Black Lives Matter, très actif depuis 2013. Car les chiffres le prouvent, les Noirs restent surreprésentés parmi les victimes de bavures policières. John Lewis est une figure historique du mouvement des droits civiques aux États-Unis. Il est actuellement le seul membre du Congrès américain à avoir connu Martin Luther King. 50 ans après, il y a encore du travail, car il y a des forces en Amérique, dans notre société au sens large, qui veulent nous ramener à une autre époque et à un autre monde. Et il faut le répéter, nous avons beaucoup avancé, nous ne reviendrons pas en arrière. Les discriminations persistent. Les Noirs sont plus touchés par le chômage, plus nombreux à vivre sous le seuil de pauvreté que les Blancs aux États-Unis. Des progrès ont été faits, bien sûr, notamment en matière d'éducation. Et la première puissance mondiale a eu un président noir. Barack Obama, pour qui l'héritage de King s'est incarné dans toutes les sphères de la société américaine, comme il l'aurait voulu. Parce qu'ils ont marché. L'Amérique est devenue plus libre et plus juste. Pas seulement pour les Afro-Américains, mais aussi pour les femmes et les Latinos, les Asiatiques, les Amérindiens, les catholiques, les Juifs, les musulmans, les homosexuels, les personnes handicapées. L'Amérique a changé pour vous et moi, et le monde entier en a retiré de la force. Barack Obama avait fait le pari de construire une société post-raciale aux États-Unis. Il a échoué. Le rêve de Martin Luther King reste inachevé, mais l'héritage du pasteur baptiste, lui, est bien vivant. Rick, je retourne tout de suite vers vous à New York. Quel est l'héritage de Martin Luther King aujourd'hui? Encore, c'est fou, parce que pour la plupart, les gens connaissent Martin Luther King pour son fameux discours au sujet de ses rêves, etc. Et qu'il représente symboliquement un genre de réconciliation religieuse. Mais à la fin de sa carrière, vers la fin de sa carrière, et c'est comme ça, c'est pour ça qu'il était à Memphis avec les éboueurs grévistes en 68. C'était notamment parce qu'il comprenait, il a compris que l'écart entre noir et blanc concernait aussi la classe. C'était pas uniquement la race qui comptait, et qu'il faudrait à partir de là vraiment s'engager avec des sujets économiques de classe. Je ne veux pas dire que King devenait marxiste. Je veux simplement préciser qu'il est devenu beaucoup plus sophistiqué et que son message religieux a été dépassé finalement par son message, où je pense que ça aurait été dépassé par son message économique. Aujourd'hui, s'il était vivant, s'il était en vie, Martin Luther King aurait méprisé l'échec de Barack Obama, pas pour des raisons symboliques ou raciales, etc., mais uniquement pour des raisons économiques. Notamment, il n'a pas fait augmenter le salaire minimum. Rick, vous restez avec nous. J'ai passé la parole à Louis qui réagissait à ce que vous disiez. Oui, c'est-à-dire cette façon de charger Barack Obama, j'aime bien, mais il faut quand même remettre les choses à leur place. C'est pas en un mandat ou en 2 voire 4 qu'on va réparer toutes les failles sociales qu'il y a aux États-Unis. Sur la question post-raciale, il avait quand même soulevé un véritable engouement, Barack Obama. Mais pas que pour les Noirs. Mais pas que pour les Noirs. Je suis d'accord. Et puis il ne faut pas oublier à quel moment arrive Barack Obama au pouvoir. Il arrive après la crise des subprimes. C'est un moment où des centaines de milliers de personnes se retrouvent avec, du jour au lendemain, plus rien. Vous avez les économies d'une vie, vous avez votre baraque, tout ça, vous n'avez plus rien. Et vous avez toute cette Amérique blanche aussi, de petits épargnants, machin, etc., qui n'a plus rien.
Après arrive l'arrivée du premier président, qu'on présente comme le premier président noir, qui promet une société post-raciale. Et on a ces 10 ans qui s'écoulent par rapport à aujourd'hui, avec cette situation qui est directement issue de la crise des subprimes, qui ne se résout pas en un temps. Barack Obama, il se retrouve quand même avec une situation aussi pourrie sur le terrain. Ces réformes, elles sont pas forcément bonnes, elles sont pas forcément réussies. Et puis il y a quand même un Sénat qui aide pas. Après ça, il y a quand même aussi, il faut le rappeler, en 2010, le recensement américain. On s'aperçoit que la population, elle change, elle switch. Maintenant, les minorités sont plus importantes que la majorité blanche jusqu'à présent aux États-Unis. Et tout ça, ça prépare la voie à Donald Trump et à l'échec, entre guillemets, de cette Amérique post-raciale que proposait Barack Obama en 2008. Oui, j'irai dans votre sens en disant qu'il ne faut pas se méprendre non plus, effectivement, sur Barack Obama comme continuateur de Martin Luther King. Martin Luther King était un activiste, Barack Obama était un militant social et un homme politique aussi. Et aussi, c'est la continuation d'une autre histoire de la lutte pour les droits civiques des Noirs aux États-Unis. C'est l'histoire de Chicago, avec ce grand maire, premier maire noir, Harold Washington, je crois, en 1983. Et une chose sur laquelle on reviendra, que vous m'avez apprise, c'est qu'effectivement, ou remise en mémoire plutôt, c'est que effectivement, ce discours de Martin Luther King est un discours à teneur sociale et qu'il était engagé dans la lutte sociale. C'était un discours très fort, d'ailleurs. On a retenu ces 4 mots, c'était très fort. On retourne à New York. Rick, il y a Black Lives Matter, littéralement, les vies des Noirs comptent, importent. Le mouvement est né en 2013, après l'acquittement de George Zimmerman, qui a tué par balle Trayvon Martin, un adolescent noir de 17 ans non armé. Ce mouvement des droits civiques, est-ce qu'il ouvre le second acte, en fait, est-ce que c'est la suite, en fait, c'est la suite de ce que faisait Martin Luther King? Est-ce qu'ils ont repris le flambeau? À mon avis, non. Encore, je reviens sur mon thème, mon idée que King faisait de son mieux pour élargir l'écran de la lutte sociale et qu'il a toujours basé son idée sur une intégration de la société, une amitié entre les races. Alors que Black Lives Matter, c'est encore une façon d'afficher un genre de désespoir. Mais toutes les vies comptent, King aurait dit, et que tous les salariés comptent, tous les grévistes comptent. Nous sommes des Américains et il a fait de son mieux pour appeler à la mauvaise conscience des Blancs, alors qu'aujourd'hui, les petits Blancs se sentent aussi victimisés que les Noirs, alors que l'écart des salaires moyens continue ils sont toujours croissants. C'est toujours croissant, l'écart est toujours croissant. Alors, d'une côté, il y a les Noirs qui se sentent attaqués, harcelés par la police, et de l'autre côté, les petits Blancs qui se sentent volés par un système économique qui, finalement, ne favorise pas du tout les Noirs. Oui, Xavier ? Oui, il me semblait juste qu'il y avait quand même un ancrage social plus important de Black Lives Matter qu'on ne le disait, avec des liens, pour le coup, avec les socialistes américains dans la région, dans la région de Sacramento, de Los Angeles et de la côte ouest américaine. Et puis aussi, tout dernièrement, une démarche très importante pour la promotion des droits, non pas seulement noirs, mais LGBTQ. Donc c'est dit clairement sur leur site, la recherche d'une transversalité en somme. Yann ? Moi, je suis très sensible à ce que disait Eric sur la concurrence des misères. C'est-à-dire, effectivement, cette impression qu'on a vue dans l'électorat de Trump, de petits blancs, qui ont l'impression qu'ils ont été laissés de côté, notamment par la désindustrialisation. Et d'un autre côté, effectivement, des Noirs qui regardent les chiffres et qui voient bien que leurs revenus sont beaucoup plus faibles et continuent à être beaucoup plus faibles que ceux des Blancs. Juste une illustration. Il y a en ce moment aux États-Unis une crise importante sur les opiacés, la consommation d'opiacés extrêmement importante. On en a parlé beaucoup dans l'opinion américaine. Pourquoi ? Parce que ce sont beaucoup des régions blanches qui sont touchées par ce phénomène, des régions pauvres avec des gens qui sont en général peu formés, ce que Rick disait, des petits blancs. Et on est en train de s'apercevoir aujourd'hui que ça touche, mais on s'en aperçoit tardivement, que ça touche aussi des communautés noires, cette histoire d'opiacés. Et donc il y a cette focalisation, cette espèce de coexistence de deux sentiments d'injustice qui rend le débat encore plus compliqué. Et juste un mot à propos de Obama. Je pense qu'Obama avait très à cœur de ne pas apparaître comme le candidat des Africains-Américains. Par rapport à l'ensemble de son électorat et par rapport à l'ensemble des Américains, il ne voulait pas être vu comme quelqu'un qui s'occupe d'une minorité. Peut-être qu'il en a trop fait, probablement il en a trop fait dans ce sens-là. Oui.
Moi, je crois que quand on parle de société post-raciale aux États-Unis, on va beaucoup trop vite en besogne parce qu'elle reste très racialisée, la société américaine. C'est la base même de son identité. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de violence, il y a eu quasiment le nettoyage ethnique des Indiens qui était là avant, un remplacement par des gens beaucoup plus violents. Les westerns, c'est pas en Afrique qu'on les a tournés, hein, c'était une réalité américaine. Et à côté de ça, aujourd'hui, vous avez dans les recensements la possibilité de vous faire recenser comme blanc, noir américain, africain américain ou les deux. Donc vous avez ce choix-là qui existe encore et qui marque l'idée que la société américaine reste très racialisée. Très racialisée, effectivement. C'est impressionnant quand on regarde les formulaires de recensement d'avoir la multiplicité de choix qui est possible. Et effectivement, on peut cocher qu'on est à la fois noir, blanc, etc. Latino. Il ne faut pas non plus oublier quelque chose, c'est qu'on a tendance à focaliser cette société post-raciale sur noir-blanche. Les noirs ne sont pas la minorité la plus importante aux États-Unis. On a d'abord avant les hispanos, les latinos, les asiatiques, etc. Les noirs, c'est beau. Mais là, on touche à quelque chose de fondamental de l'histoire de l'Amérique et de l'histoire d'une Amérique qui s'est à un moment divisée et battue entre elles. Je crois que c'est tout aussi l'héritage directement de l'esclavagisme, de la guerre de sécession. On est sur des fondamentaux de l'histoire américaine qui se débattent à travers l'héritage de Martin Luther King. Rick, on retourne vers vous vouliez intervenir ? Si je peux revenir sur le symbolisme qui est contraire finalement à l'idée de Martin Luther King. King n'a jamais dans sa vie critiqué ou parlé des monuments sudistes qui célébraient les généraux, les héros entre guillemets de la Confédération des sudistes, des rebelles, les défenseurs de l'esclavage. Il a toujours stipulé encore la conscience des Américains en général et des Blancs particulièrement. Et aujourd'hui encore, je pense qu'il critiquerait un mouvement qui cible surtout les symboles. De démanteler telle et telle statue, tel et tel monument de telle et telle ville sudiste, ça ne fait rien, ça n'améliore rien pour un jeune noir sans éducation, sans possibilité de gagner une vie correcte, etc., menacé sans arrêt par la police. Alors voilà que le Parti démocrate et les libéraux se concentrent sur des symboles, physiquement des symboles, qui n'ont rien à voir finalement avec l'amélioration du statut des Noirs. Rick, on va conclure avec vous sur cette idée d'Amérique post-raciale. Vous y croyez, vous imaginez qu'elle pourra émerger un jour ? Oui, il y avait un petit peu d'espoir lors du mandat de Barack Obama, parce qu'il y a eu beaucoup de Blancs qui ont voté pour Obama par désespoir, tellement ils se sentaient rejetés de la société qu'ils se sont dit, permettez ce noir, ce gentil noir, ce noir intelligent de faire quelque chose. Mais il n'a rien fait finalement ni pour les petits blancs, ni pour les noirs. Il a très bien fait en tant qu'outil du Parti démocrate. Il s'est fait élu et réélu. Mais finalement, il n'a pas du tout vraiment abordé les grands sujets d'inégalité aux États-Unis. C'est un grand échec. Merci, il n'avait pas non plus un congrès qui lui permettait de le faire. Alors, on ne va pas revenir sur Obama. Rick, vous ne nous voyez pas, mais au début, ils étaient majoritaires, les démocrates. Ils avaient 2 ans. On ne va pas revenir, on n'a plus le temps de revenir sur les 2 mandats de Barack Obama. Évidemment, on aurait aimé continuer à parler avec vous. Rick, merci, un grand merci d'avoir été depuis New York. Très bon dimanche à vous et à très bientôt. On continue, on enchaîne très vite avec la semaine de dilemme en dessin. Qu'est-ce qu'il a retenu de l'actualité ? Première nuit en prison hier samedi pour l'ancien président brésilien Lula. L'icône de la gauche était condamné pour des faits de corruption en janvier. Je veux être jugé en France, demande Lula en référence aux ennuis judiciaires de Nicolas Sarkozy. Dans l'actualité du week-end également, les législatives en Hongrie, le parti du Premier ministre est favori, personne n'ose se frotter à moi, se vante Viktor Orban, protégé par des barbelés, les mêmes qui ont empêché les migrants de transiter par le pays. La guerre commerciale entre Pékin et Washington, la Chine riposte en taxant 128 produits américains. Je viens d'être griffé par un dragon, constate le président américain, un code-barre sur le visage.
Au Proche-Orient, voilà à quoi ressemble la solution à 2 États pour Dilem. Nouvelle violence à la frontière avec Israël. Au moins 7 Gazaouis ont été tués lors de la marche pour réclamer le retour des réfugiés sur leur terre. Enfin, et on en parlait tout à l'heure, la grève dans les transports ne va pas affecter la visite de Mohamed Ben Salman. Tu vas te déplacer surtout en chariot, lui explique le président français. L'héritier saoudien est arrivé en France où il devrait faire quelques emplettes avec les autorités. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en plateau ce dimanche. Merci à vous qui nous regardez. Je vous dis à dimanche prochain. Excellente semaine.